après, il faudra aller plus loin. Comme tu disais, il faudra arriver à isoler les cyclistes et permettre aux bus de ne pas être freinés, quoi. Les jours que je pensais à t'inviter à cette interview, à cette conversation, déjà merci pour revenir. Merci de m'accueillir. La première chose que je me dis, c'est quoi la première question que j'avais posée? Et j'ai dit, en fait, la première chose que je dois dire, c'est je dois avouer quelque chose. J'ai peur. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ton pseudo-profil. Ouais. Ok. Et au début, je disais la police de Nico. Je disais, ok, la police de Nico, les gars ils doivent s'appeler Nico. Non. Et c'est beaucoup après, tout seul, comme un grand, je dis, ah ouais, c'est ça. À force de le voir taguer dessous, tu l'as. Oui, non, mais voilà. Mais après ça m'a réaffirmé que les pseudos a changé à la police de Pierrot. Voilà. Pourquoi tu as décidé de mettre ce pseudo dans ton profil? Il y a 2 ans maintenant, je crois que c'est. C'était déjà la campagne municipale. Il y a Nicolas Florian qui est devant le club de l'automobile. A fait une super déclaration comme quoi il allait remettre tous les cyclistes dans le droit chemin. Ouais. Et ça a vexé pas mal de monde, moi le premier. Ouais. Parce qu'au quotidien, à l'époque, il n'y avait pas autant d'aménagements qu'aujourd'hui et c'était quand même assez souvent la guerre. On était souvent frôlés par les voitures et quand tu rentres le soir et que tu as été frôlé par une voiture et que tu dis que le maire compte te remettre dans le droit chemin, ça te fait tiquer. Alors tu as créé ce profil avec l'objectif, c'était quoi l'ambition que tu avais? L'ambition c'était de montrer au quotidien ce qu'on vivait. Ouais. C'était rien que ça. C'était pas, il n'y avait même pas l'idée d'améliorer les choses, c'était juste regarder ce qu'on vit et faites attention à vos déclarations du coup. Ah ouais. C'était mettre en face des déclarations la réalité des cyclistes. Okay. Parce qu'il n'y avait pas que la réalité, enfin d'accord, il y a la réalité des automobilistes qui voient des cyclistes brûler quelquefois, d'accord. Ouais. Mais il y a aussi la réalité des cyclistes qui sont pas toujours en sécurité et qui ont besoin de plus en fait. Donc l'idée c'était, on est là, on existe, on a besoin de sécurité nous aussi. Et après, la police de Pierrot. Oui, ça c'était la continuité logique. J'étais un peu poussé et puis après je t'avoue que maintenant je me sens un peu pris en otage par ce nom de profil. Mais bon. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis pas la police, je suis pas là pour fliquer et pour machin, mais maintenant je partage mes idées quoi. C'est devenu un compte perso plus qu'autre chose. Oui, mais c'est très intéressant que voilà, comme je te disais, je t'avoue qu'au début j'ai eu du mal à comprendre et après ça m'a fait énormément rigoler. J'ai dit non mais c'est trop bien, c'est trop drôle le jeu de mots. Mais apparemment ça fait aussi rire la nouvelle équipe municipale quand on a changé de nom, ça en a fait rire 2-3. Ah trop bien. Dans le monde de la cyclosphère qu'on parlait, est-ce qu'il y a eu un sujet que t'a choqué, quelque chose que tu as dit, ah ouais, c'est énorme ça, positif ou négatif, hein? Il y a des réactions d'automobilistes exclusifs qui me choquent de temps en temps, mais enfin on le voit bien, c'est une sorte de guerre pour la place quoi finalement, parce que la rue la place est limitée et c'est l'équilibrage qui compte quoi. Donc forcément il y a des fois où c'est un peu tendu. Il faut passer outre. Et ça qu'on parlait tout à l'heure, toutes les réponses qu'on a souvent, vous les cyclistes. Oui c'est ça, bien sûr. À chaque fois qu'on fait on dit quelque chose, on publie une image. Mais oui, mais vous les cyclistes, c'est vraiment très drôle. Après, et puis le pire c'est vraiment le fait qu'ils disent que l'hiver il n'y a plus personne, dès qu'il pleut il n'y a plus personne. Ah oui. Bon, là-dessus on est très content. Je fais une petite parenthèse, mais le fait qu'on ait des données publiques maintenant, de l'open data, ça nous a permis de sortir des outils et de clairement montrer que les gens avaient tort. Enfin, d'ailleurs, ça nous a permis de découvrir aussi plein de choses. C'est vraiment super intéressant. Il faut remercier les services de la métropole et Delphine Jamais aussi pour tout le travail, parce qu'on a découvert par exemple que
les cyclistes de la semaine, c'était pas du tout les mêmes que les cyclistes du week-end. Un jour où il pleut en semaine, c'est les cyclistes bordelais qui avaient calculé ça, on perd 1% de cyclistes par millimètre de pluie. Ok. S'il pleut le week-end, ça s'effondre. Ah ouais. Vraiment. Et en fait, c'est juste que le vélo que tu utilises au quotidien, enfin en semaine, pour aller travailler, c'est des choses utilitaires, donc t'as pas le choix. Il faut se déplacer. Le week-end, tu reportes ton projet, quoi. Et ces données que tu nous parlais sur la fréquentation des vélos sur la métropole, qu'est-ce que c'est Open Data et peut bénéficier à la mobilité? En quoi tu penses? Je suis vraiment un littéraire, voilà, j'adore lire des livres, mais le côté informatique Open Data, je connais vraiment pas grand-chose. Alors les data, c'est essentiellement pour... enfin, il y a deux choses. Il y a une partie analyse, une partie compréhension, et après il y a aussi une partie appui des discours ou contradictions. Quand on te dit qu'il n'y a plus personne l'hiver et que tu arrives à prouver le contraire, normalement la personne ne revient pas avec le même argument 2 jours plus tard, normalement. C'était Open Data, il va trouver les données, mais ils vont trouver ces données où en fait? C'est sur le site de la métropole. Je crois que la ville aussi a son propre Open Data, mais essentiellement sur le site de la métropole, data.bordeaux-métropole.fr, quelque chose comme ça. Enfin, sur Google, ça se trouve très facilement. Et c'est ouvert, évidemment, Open Data, c'est ouvert à tout le monde. Il faut avoir un peu de connaissances pour le coup. Mais je crois que tu peux quand même télécharger des données au format CSV, donc tu peux les ouvrir dans un Excel. Et là, ça qu'il a fait la cyclosphère bordelaise de Twitter, c'est qu'il a plusieurs comptes qui sont ouverts. Il a un compte compteur vélo Bordeaux, quelque chose comme ça s'appelle, que tous les jours, plusieurs fois par jour, et il lance directement la fréquentation des moments en comparaison avec les mêmes jours général, si c'est un mardi, il fait un moyen général, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est Cycliste Bordelais qui a lancé ça. On a une analyse assez fine, enfin il a une analyse assez fine en fonction du jour et on voit bien que par rapport à la moyenne où on se situe, bon là on va vers les beaux jours donc forcément c'est quand même en amélioration. Ce qui a tendance à ravir ceux qui sont opposés au vélo, mais bon tant pis. Nous on sait quand même que malgré tout on a des cyclistes au quotidien tout le temps. Et après moi j'ai lancé un nouveau compte hier. J'affiche le taux d'occupation des parkings à Bordeaux. Des parkings voitures? Ouais, des parkings voitures, pardon. Pour l'hypercentre, et donc c'est essentiellement des parkings en souterrain. Et on voit qu'au maximum, les jours où bon, après on est dans un contexte un peu particulier, mais au maximum du taux d'occupation on est à 75%. Mais les parkings, ils sont privés? Ils sont privés bien sûr. Il a les data, il a les données pour que tu puisses créer cet algorithme que tous les jours ou plusieurs fois par jour? Non, ça sera tous les jours, je donnerai les infos de la veille. Quoi. Ah ok. C'est pour faire un bilan de la journée de la veille. Ça veut dire qu'au moins une fois par jour, tu vas pouvoir mesurer la capacité d'un parking d'accueillir encore plus de voitures. Alors je ne sais pas si je descendrai au parking en question, mais là pour l'instant c'est sur une zone, donc c'est sur l'hypercentre. Et puis le but c'est de montrer que les parkings sont pas très remplis au quotidien et qu'on pourrait faire autre chose en surface. Du coup on pourrait supprimer une bonne partie du stationnement en surface pour mettre les voitures en souterrain. L'exemple qui me vient de suite, c'est le cours de la Somme, où actuellement il y a une bataille politique pour savoir quoi faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même 2 files de voitures des 2 côtés. Si on arrivait à en supprimer une, voire 2, il y a des parkings à côté partout. On laisse quelques places pour les PMR, parce qu'il faut bien sûr prendre en compte les personnes à mobilité réduite, mais il y a de quoi faire beaucoup mieux qu'une simple voie de bus en fait, une voie de bus plus vélo. On pourrait arriver à faire, ça je l'avais tweeté aussi il me semble, une voie de bus et une piste cyclable de 3 mètres de large, à double sens. Alors, comme je te disais tout à l'heure,
Je suis plutôt dans le littéraire. Et plus que algorithme informatique et tout ça. Et j'avais lu dans les livres qu'avait écrit Michel Duchesne, l'ancien adjoint au maire pour la mobilité à la mairie de Bordeaux et à la métropole, vice-président de la métropole, je crois, si je ne me trompe pas. Quand il a quitté son mandat, il a écrit un livre, que je ne me souviens pas le nom. Et justement, il y avait un moment qui parlait des parkings et des stationnements et que lui, à la base, se demandait pourquoi les parkings voitures avaient été aussi surdimensionnés. Pour lui, vraiment, il disait pourquoi on a fait, pourquoi les chargés sont faits un parking aussi grand que ça. Et moi, je me questionnais pour ça. Ok, peut-être dans les moments quand vous avez réfléchi, peut-être c'était trop grand, mais aujourd'hui, en fait, il y a une solution. C'est toutes les voitures qui sont garées pendant longtemps parce que c'est les voitures des riverains qui habitent là-bas, ou même pour les gens qui viennent au centre pour travailler ou pour faire des cours, bah, pourquoi doit rester en surface? Ils sont sur le terrain, ils sont là. Il a la place est là. Ils sont vides. Bon, pas vides non plus. Il faut non, mais il a la place. Ils sont au mieux à 75% plein. Quoi. Après, la deuxième partie que je ne suis pas forcément convaincu, je ne me suis pas positionné encore par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on avait parlé tous les deux, c'est pourquoi pas utiliser cet espace pour les parkings vélo. Et je me demande, est-ce que moi, si je vais au centre-ville, je vais descendre trois étages pour retrouver mon vélo dans le noir finalement, je vais faire un petit cours là, j'ai un arceau, je le laisse là. Je sais pas. Je l'ai vu à Nantes et pour le coup, les accès sont quand même beaucoup plus faciles. Et puis les parkings vélos sont juste au premier étage, enfin au premier sous-sol, donc l'accès il est très rapide et avec une rampe qui est plus douce que pour les voitures, mais forcément la capacité elle est plus importante qu'en surface et tu peux mettre des barrières tout autour et mettre une caméra pour sécuriser le truc. C'est vrai que c'est une bonne solution pour les vélos, pour les personnes qui habitent pour les riverains et qui n'utilisent pas le vélo tous les jours. Ouais. Mais même au quotidien, je pense. Quand tu vois à Péberlan la galère que c'est pour poser ton vélo, il y a un parking juste en dessous. Ouais. Donc, si on arrive à récupérer, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de places et qu'on avec la faible taille des vélos, tu t'en mets beaucoup, quoi. Donc on pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant. Quel avenir tu le vois? Est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment tu dis, on ne l'a pas fait encore, mais on va le faire bientôt? Moi, il y a un truc qui me manque, et ça c'est en tant que militant métro, c'est la capacité des bus et leur fréquentation. Okay. On aimerait beaucoup savoir quelles sont les lignes les plus fréquentées, si les bus sont pleins, si les trams sont pleins, on a une petite idée. Mais avoir des chiffres pour le montrer au quotidien, ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Parce que c'est privé et ils ne sont pas obligés à publier peut-être? Parce que la métropole n'a pas décidé de publier les données pour l'instant. Mais c'est Keolis, TBM il y a bonne question. Keolis, oui, forcément, les TBM ont ces informations, parce que ça leur permet de savoir combien il faut de bus et ça leur permet de réguler les horaires. Donc forcément, ils ont ces informations. Après, ce n'est pas des données qui sont publiques pour l'instant. Mais je pense que dans le contrat, il faudrait ajouter une partie open data. Voilà. Ça serait très intéressant. C'est là que je reviens un petit peu sur la cyclosphère de Twitter. Il y a, on va dire, pour les personnes que je ne connais pas, il y a une dizaine, quinzaine de personnes que vous êtes très actifs, que vraiment presque tous les jours vous êtes en train de poster des choses. Et une des choses que ça m'a marqué, c'est que les 10-15 personnes qui sont assez actives, c'est super constructif en fait. Ce n'est pas des râleurs en disant « Ah non, mais c'est n'importe quoi ». Ouais, mais ça arrive quand même. Mais il a des propositions. Moi, par exemple, je suis très mauvais pour les noms, mais William Boy. William Boy s'appelle, qui fait des propositions, des aménagements en 3D. Ah non, mais c'est magnifique ça. Là, il fait des propositions
qu'il faudrait étudier à niveau mobilité, c'est sûr, parce qu'à chaque fois que je regarde, je dis ah non, par là c'est compliqué pour la sécurité et tout ça, mais il fait des choses super. Cycliste bordelais, il fait des propositions, il a un niveau aussi de connaissance de la politique de la ville et des propositions qui c'est très fort. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ces cyclosphères de Twitter bordelais, on pourrait dire, c'est que peu à peu, il y a eu un mélange entre les usagers individuels, avec des associations comme Vélocité, mais aussi avec Circulation Bordeaux. Et vraiment, il y a l'institution, association et usagers que très très facilement, c'est vrai que ça marche bien. On va partager, on va se rencontrer, on se donne des conseils, ça marche. Il y a TVM qui répond parfois oui, parfois non. Quand ça l'intéresse, il répond, et quand ça l'intéresse pas, il répond pas. Bon, mais c'est pas grave. Mais par contre, ils sont là aussi. Et c'est très, très, très intéressant. Après TVM, ils sont dans un... C'est un peu compliqué parce que il y a ce qui est organisé actuellement, les choses qui sont faites, c'est beaucoup de couloirs de bus qui sont ouverts au vélo. Et les images qui sont souvent partagées, c'est des bus qui mettent en difficulté les cyclistes. Et bon, en fait, c'est surtout que l'aménagement, il est bien par rapport à ce qu'il y avait avant, mais c'est pas forcément idéal. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Les bus, ils sont pas destinés à rester derrière les vélos. Quand tu as des bus qui sont pleins avec 50 personnes et que devant tu as 2 vélos qui bloquent les bus, c'est une perte de temps pour tout le monde. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a quelques jours, j'ai lu un article du journal Le Monde qui justement parlait des aménagements et des différents métropoles villes cyclables en France. Il prenait le cas des couloirs bus vélo. Et clairement, avec le CEREMA et des autres institutions, il disait les couloirs bus vélo sont très intéressants, mais c'est provisoire. Si on considère que les couloirs bus vélo ils doivent rester, ça, ce n'est pas confortable pour personne. En fait, c'est là que... Certainement pas pour les familles. Et certainement pas pour les familles. Pour les néocyclistes, c'est très très compliqué. Même pour les cyclistes, on va dire un petit peu experts que nous on peut être, on se fait des petits frayeurs quand il a un bus à une certaine vitesse que tu passes à côté parce qu'il n'a pas envie d'attendre derrière. Plus les voitures qui ne respectent pas forcément le couloir, qui voient une occasion d'accélérer. Les motos, les taxis et compagnie. Mais bon, après c'est un compromis d'expérimentation que je trouve très intéressant et qu'il a des endroits, l'avenue de la République par exemple, c'est un endroit qui a aidé énormément parce que c'était compliqué les partages vélo péaton dans les trottoirs. Mais doit rester quelque chose de provisoire. Je me souviens il y a 2 ans quand j'entrais de Mérignac et que je prenais le soir, de nuit, les boulevards, c'était une horreur. Enfin, tu étais régulièrement frôlé par des voitures de nuit, même en hiver, c'est le pire exemple, d'accord, mais c'est vraiment une catastrophe. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Alors maintenant qu'on a des couloirs larges, mais là c'est vraiment pratique et clairement c'est beaucoup plus séduisant qu'avant. Après, je pense on est d'accord là-dessus. Il y aura à terme une piste sur le côté. J'espère. Il faut militer pour ça. Et c'est pour ça que je trouve la démarche des individus en Twitter, je trouve très intéressante parce que c'est dehors des associations. D'ailleurs, souvent, je me demandais, Paul, pourquoi tu n'as pas commencé à travailler ou à collaborer avec une association comme Vélocité ou des autres associations? C'est l'avantage de Twitter, c'est quand tu as une idée, tu l'as dit. Si elle est bonne, elle est reprise. Si elle n'est pas bonne, elle est oubliée. La critique que j'ai un petit peu à cette cyclosphère de Twitter, c'est justement qu'on lance des projets que je trouve géniaux et des propositions que je trouve géniales, mais il n'y a pas un après en fait. Oui, bien sûr. Là, c'est combien de fois, avec Ludovic Fauché, le président de Vélocité, on a parlé de comment on pourrait faire que toutes ces énergies-là, ils viennent dans des autres, une étape postérieure. Nous, c'est un petit peu dans le projet BAM, c'est ça qu'on attend un petit peu aussi, c'est réussir qu'il y a des usagers, des individus qui se trouvent avec des associations, qui n'ont pas forcément envie de s'engager tous les jours à 100% sur un projet concret, mais qui sont des projets, ils se retrouvaient
dans un endroit, dans un lieu dans lequel on peut lancer des projets et les mettre en œuvre. Voilà. Notre identité et notre ambition, c'est justement laisser une table pour que les gens qui ont envie de construire, ils puissent construire. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fort et important. Ok. C'est marrant, j'ai eu la même discussion avec Ludovic, du coup. Ah ouais, oui. Oui, on a tous conscience que des fois on a des idées, mais que forcément les politiques ne sont pas forcément à l'écoute parce qu'ils ont un milliard de choses à faire. Ça se comprend. Et donc les choses passent plus ou moins à l'oubliette. Bon, on va parler des métros. On savait qu'on arrivait là. Et je t'ai fait mon deuxième avis. Je t'ai vu, on avait parlé déjà, que je n'ai pas personnellement un avis, je ne me suis pas positionné pour ou contre métro. Je ne sais pas. Il y a des choses que ça me semble très intéressant, le projet de métro. Il y a des choses que je me questionne. Le premier argument que ça me titille un peu, c'est qu'on avait parlé, et avec Michael aussi, on avait fait un table ronde ensemble. Oui, super intéressant là. Avec les jeunes de l'association des jeunes pour le transport de l'université. Et en fait, il mettait en avant un argument très intéressant que c'était si on utilise les métros dans les sous-sols, on va pouvoir libérer la place pour faire des développements des modes doux ou actifs comme le vélo et péaton. Alors c'est pas systématique, c'est-à-dire qu'à travers le temps, si tu prends les métros à Paris ou même certains qui ont été construits après, le rééquilibrage n'a pas eu forcément lieu en surface. Et le but a été juste de capter des automobilistes, mais les automobilistes ont été remplacés par d'autres. Mais quelque part donc même pas. C'est un choix politique. En fait, c'est que si j'imagine les métros, je viens d'une ville, la ville de Madrid, dans laquelle les métros, tous les Madrilènes sont super fiers des métros de Madrid. Vraiment, on est tous, tu peux critiquer n'importe quoi de Madrid sauf les métros. Tu peux te prendre un carton si tu dis quelque chose de mauvais sur les métros de Madrid. Elle est super. Elle est rapide, elle est propre, elle est ultra efficace, elle est sécurisée, elle est vraiment très 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 bien. Par contre, c'est une grande ville dans laquelle qui utilise les métros, c'est les gens qui habitent dans les centres-villes ou qui habitent dans la ville et qui déjà ils ne sont pas la voiture. Parce que c'est une grande ville comme Madrid ou comme c'est le cas de Paris dans laquelle on va retrouver énormément de monde qui n'a pas de voiture, qui habite dans le centre-ville et qui n'a pas de voiture. C'est aussi un peu le cas à Bordeaux. Si tu prends l'hypercentre, le taux de motorisation il est quand même plus faible que sur l'extérieur. Bien sûr, mais l'hypercentre de Bordeaux, ça fait quoi? Ça fait 2,5 km. Oui, bien sûr. Mais après, il faut voir aussi le métro ou même des autoroutes à vélo, je sais que tu n'aimes pas ce terme, comme étant des, pas trop ce terme. des moyens de séduire les automobilistes d'aujourd'hui. Par contre, cette idée de la compatibilité d'avoir un transport en commun dans les souterrains et en surface, elle est super compatible. C'est vraiment c'est très intéressant. Par contre, ça que j'ai eu peur, c'est que moi, les villes que je connais dans lesquelles il y a des grandes villes, qu'il y a des métros, quand on a un métro, en fait, à haut, c'est une autoroute de voitures. Oui. C'est là les risques. C'est pour ça que je disais que moi, je ne me positionne pas trop, parce que là, je pourrais dire oui, je suis pour les métros, si je suis assuré que les centres-villes, ça devient un centre-ville sans voiture, ou avec une diminution des voitures énorme. Ça veut dire qu'il faut un aménagement, il faut un envie politique de vraiment de dire on travaille, ok, on va dépenser des milliards d'euros. Tu me diras combien vous savez planifier l'arrivée des Ça dépend métros. du projet, mais c'est autour de 100 millions du kilomètre. 100 millions de kilomètres, combien de kilomètres? Ça dépend ce que tu fais. Ouais, ça c'est. Non, mais après là, sur les ateliers, la dernière ligne qu'on a imaginée. Les ateliers, ouais, les ateliers projets. 5 ateliers projets avec l'association Métro Bordeaux. Exactement. Pour planifier comment serait un projet. Ouais, Après, l'idée c'est quoi? Les donner à la métropole, les donner à. Ouais, exactement. La ligne qu'on a imaginée, en gros, elle partirait du campus, elle irait jusqu'au CHU. Ok. Elle passerait par le centre
et elle reprendrait tout le cours de la Marne qui est... On sait que ça sera problématique avec le... C'est ton sujet. Oui, alors je te laisse... J'en parle un peu trop, mais... Alors, c'est quoi le problème du cours de la Marne? Le cours de la Marne, il est assez étroit, ce qui fait qu'on n'aura pas des couloirs de bus partout pour le BHNS, et les couloirs de bus, ils feront 3 mètres de large. Il faut dire que les bus au niveau des services qui viennent de Mérignac, non, de Saint-Aubin, ils finissent normalement à la gare Saint-Jean en passant pour le cours de la Marne. Exactement, en passant par la Victoire du coup. Et là, le problème, c'est qu'évidemment, quand on arrive là, le bus c'est bien, mais au niveau des services, ça ne sera pas possible. Mais ça sera compliqué parce que déjà, il y a le RER qui va arriver. Donc tu parles peut-être, parce que tu veux parler de conditionnel. Le RER il va quand même amener beaucoup de gens à la gare. Et le cours de la Marne, c'est le cours central pour se connecter à la gare depuis le centre-ville. Et donc les couloirs de bus, 3 mètres, si tu veux calculer comment ça va se passer pour les dépassements sur les vélos, tu as 1 mètre de gabarit dynamique pour le vélo, tu as 1 mètre de distance de sécurité pour doubler un cycliste en ville, et tu as les bus qui font 2,50 m. Donc tu arrives à 4,50 m sur une voie qui en fait 3. Donc en fait les bus seront obligés de dépasser par la voie de voiture. Donc on se retrouve avec un bus à haut niveau de service qui sera bloqué par les cyclistes et qui sera bloqué par les voitures aussi parce que le cours il est tout le temps embouteillé. Donc c'est finalement un mode qui est censé être le nouveau tramway en version moins chère, qui sera complètement englustiné dans la circulation. D'où l'idée de faire passer c'est pas d'où l'idée de faire passer le métro en dessous, mais le métro, si tu le fais passer en dessous, tu fais plus passer de bus en surface. Et du coup, j'imagine que tu as vu le bus au niveau des services, il ne va pas jusqu'à la gare. Mais on pourrait l'arrêter ailleurs, Si tu le fais aller jusqu'à Gambetta ou si tu le fais aller ailleurs, ce cours-là, tu peux le réserver et le piétoniser. C'est ça que vraiment j'imagine bien les cours de la Marne en fait sans voiture. Pour moi c'est cela que je me demande pourquoi entre un axe principal que vraiment est structurant pour la ville, entre la Victoire et la gare, et on a un flux de voitures énorme pour traverser la ville. Évidemment, on ne peut pas tout fermer à la voiture, ça c'est sûr, parce qu'il faut bien imaginer les émergences, il faut imaginer certains riverains et tout ça. Mais ce cours-là, je le vois clairement péatonisé. Mais est-ce qu'on doit croire que les bus et les vélos suffiront pour capter tout le flux de voitures? Moi, j'y crois pas. Mais on revient à la même question de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Qui utilise la voiture au centre-ville? Il y a une petite question dernière, quelque part comme ça, et que je me pose la question aussi, c'est ta motivation de pourquoi quelqu'un qui est un informaticien, qui vraiment ne travaille pas dans la mobilité en soi, mais il passe son temps libre, son passion quelque part, et sa motivation de dire voilà, j'ai envie qu'il y a des choses qui changent. Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que je suis né avec, un peu comme toi j'imagine. La mobilité, ça m'a toujours passionné. Comprendre pourquoi il y avait autant de bouchons sur la rocade et pourquoi les choses ne sont pas solutionnées depuis tant d'années, c'est un truc qui m'a toujours interloqué. Après, il y a des choses plus personnelles. J'ai perdu mon frère il y a 4 ans. Enfin, dans 2 jours, ça fera 4 ans. Dans un accident de voiture. Donc forcément, la place de la voiture, c'est un sujet qui est important pour moi. Je ne dis pas pour autant qu'il faut la supprimer, mais je pense qu'il faut la restreindre à son utilité, quoi. Parce que, quand tu sais qu'en ville, à Bordeaux, je crois que c'est 70% des déplacements qui sont... 70% de la place qui est réservée à la voiture alors qu'elle ne représente que 29% des déplacements. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc c'est pas juste le fait d'avoir perdu mon frère, c'est un ensemble,
Moi aussi, j'ai envie d'une ville plus agréable. Une ville qui est remplie comme une caisse, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, donc on essaye de se battre au quotidien pour faire mieux, pour avoir mieux. Et est-ce que c'est possible? Bien sûr. Là, il a des jours que c'est bien, Ouais. il a la lumière, il dit oui, on va réussir et tout ça, mais il y a un travail que pour moi c'est très important, de tous ensemble, qu'il y a les personnes comme toi motivées, que vous êtes des militants et que vous présentez des propositions magnifiques. Les collectivités, des institutions comme l'ADEME, des associations comme Vélocité, comme des autres associations vélo, comme la Fédération nationale, la FUB. Nous, BAM, qu'on a envie de fédérer tous ces acteurs-là. Il y a un travail à faire, mais sûrement, il faut qu'on change le paradigme, qu'on change la méthode. Et qu'on commence à voir les choses de façon plus globale et qu'on travaille et qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Ouais. On a un petit cadeau à te faire, justement, dans cette idée d'envie de collaborer et d'inviter à tout le monde. Super. BAM, c'est pour tous en fait. C'est fédéré à tout le monde. Et ce lieu dédié à la mobilité, c'est Totem de la mobilité dans lequel sera ouvert à tout le monde. Alors, bienvenue à BAM. Merci beaucoup. Merci et merci beaucoup, Paul, pour venir à nous parler de tout ça et on continuera à parler. C'est sûr. C'est bon?